Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre et j'anime Côte-Nord Attitude. Ce midi, on a deux ministres qui sont sur le terrain pour vrai, là où il y a eu des ravages le 30 décembre dernier. Le ministre Martin Coiteux, qui est responsable de la sécurité publique, le ministre Pierre Arcan, ministre de la Côte-Nord, donnait un point de presse il y a quelques minutes à peine. Mon co-animateur Tommy Auger de Cogeco TV sur place. Bonjour Tommy. Salut Jean. Alors ça s'est bien passé, les ministres sont pas partis à la dérive là? Non, on était quand même dans un endroit sécuritaire. Ils ont pris le temps de quand même répondre à nos questions. On n'a pas eu l'occasion de les suivre dans leur visite des sinistres, mais ils ont quand même tenu à passer une dizaine de minutes, un peu plus d'une dizaine de minutes avec nous là, pour répondre à nos questions. Donc, si je comprends bien, il n'y avait pas d'annonce comme telle. Là. C'est une vraie visite terrain des messieurs de la politique. Exactement. Le maire de Sept-Îles, Régent Paulier, était également là avec eux pour ce point de presse. Ça donnait l'occasion là, de constater le terrain. Beaucoup de questions en lien avec, oui, il faut avoir de l'argent là, pour aider les gens présentement, mais qu'est-ce qu'on va faire là, dans le temps pour prévenir ça à long terme? Ça a beaucoup été question de ça durant le point de presse. Bon, on va les entendre, les deux ministres, dans quelques minutes, vers 12h15. Martin Coiteux et Pierre Arcan seront avec nous. On a essayé des bouquets en direct, mais les visites ministérielles, ils ont toujours un horaire très, très chargé. On négocie avec les attachés de presse, l'entourage des ministres. On n'a pas été capable d'y retenir quelques minutes à côté de toi, mais on va entendre quelques réponses qu'ils ont données tantôt, là. Je vous dirais que dès que le point de presse est terminé, je pense qu'il y avait déjà un pied dans leur voiture pour le retour. Bon. Eh bien, merci Tommy pour l'introduction. On fait le bulletin d'information régionale dans les prochaines minutes et puis on se reparle dans quelques instants pour un retour, quelques détails sur cette visite de deux ministres. Deux ministres en même temps, c'est assez rare quand même à cette île, hein? Oui, c'est assez rare. À tantôt. À tantôt. Voilà, et puis également à l'émission Côte-Nord Attitude ce midi. On va s'entretenir en direct vers 12h28 là, avec Randy Jones, maire en Basse-Côte-Nord, maire de Gros-Mécatina. Le maire va nous livrer ses déceptions concernant la route blanche. On aurait cru que cette année, elle aurait ouvert un peu plus rapidement la route blanche en Basse-Côte-Nord. C'est important parce qu'on n'est pas relié au réseau routier du Québec. La 138, on aimerait beaucoup qu'elle se prolonge jusqu'à Blanc-Sablon, mais ce n'est toujours pas le cas. Donc, la route blanche, qu'est-ce qui se passe? On va parler aussi des services de desserte maritime, des problèmes que vivent les Inuits de la Romaine présentement là concernant l'électricité avec leur centrale au diesel. Lui, chez lui, à Gros-Mécatina, il est branché sur la centrale hydroélectrique construite il y a peut-être une quinzaine d'années là au lac Robertson pour la Basse-Côte-Nord. Mais on n'a jamais branché la Romaine, qui est vraiment beaucoup plus loin, là, isolé des autres villages, loin des autres villages de la Basse-Côte-Nord. Randy Jones, maire en Basse-Côte, sera avec nous en direct vers 12h28. Ce matin, j'ai enregistré une entrevue intéressante. Une artisane de Port-Cartier qui s'appelle Vanessa Lapierre. Elle opère une boutique en ligne, Tricot Ticota. Je vous invite à aller voir, peut-être sur Google, là, tapez Tricot Ticota et vous allez retrouver sa boutique en ligne assez facilement. Elle a vraiment des produits uniques, des tricotins qu'on appelle, qu'elle fait sur mesure, sur commande pour les familles. C'est une boutique en ligne, alors elle peut vendre même jusqu'en Europe et c'est un modèle de réussite selon le marché en ligne Etsy qui organise d'ailleurs un événement. Là, ça c'est un groupe qui parraine les gens qui veulent démarrer des boutiques en ligne. Donc on parle de cette artisane, de sa boutique à elle, mais aussi du marché en ligne Etsy avec Vanessa Lapierre vers 12h40 sur nos ondes. Il y a un deuxième souper de crabe qui s'organise au printemps à Québec au profit de la Maison des soins palliatifs l'Élim des Sables de chez nous à Sept-Îles. On comprend bien que c'est des anciens Sétiliens qui se sont mobilisés pour organiser une activité pour l'Élim des Sables. Puis en même temps, ça devient comme un peu des retrouvailles pour les gens, les anciens de Sept-Îles, les anciens de la Côte-Nord qui vivent maintenant à Québec. Louis Hamel s'implique dans cette organisation pour la cause de notre maison de soins palliatifs. Il est natif de Sept-Îles, bien sûr. On vous propose une petite entrevue avec lui concernant ce souper
souper de crabe qui aura lieu, bien sûr, au printemps. Donc, à la fin de notre émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, Hydro-Québec confie un mandat à une firme spécialisée pour analyser ses pratiques en matière de santé et de sécurité sur ses chantiers. Les 4 décès au chantier Romaine, le 4e, surtout celui de Luc Arpin, survenu le 9 décembre dernier, a entraîné la création d'un comité spécial formé directement par le conseil d'administration d'Hydro-Québec. Le PDG, M. Martel, siège sur ce comité et puis la direction de la société d'État va collaborer de très près avec la firme là qui a obtenu le mandat. Elle s'appelle ERM et elle fera des rapports réguliers au comité spécial d'Hydro-Québec concernant la santé et la sécurité sur les chantiers. Les ministres Pierre Arcan et Martin Coiteux visitent présentement les secteurs ravagés par la tempête du 30 décembre à Sept-Îles. Ils donnaient donc un point de presse sur la rue des Campeurs à Clark-Cité il y a une trentaine de minutes. Mon co-animateur Tommy Auger est sur place. On va faire un retour sur cet événement dans quelques instants. Par ailleurs, le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, se rendra à New York la semaine prochaine pour rencontrer des investisseurs potentiels dans le projet de mine d'apatite du canton Arnaud à Sept-Îles. Pierre Arcan a dévoilé hier de nouvelles orientations de son gouvernement en matière d'aménagement du territoire qui pourraient favoriser les activités minières. Québec verse une subvention à l'Institut de l'environnement et du développement durable pour favoriser l'acceptabilité sociale de certains projets miniers. Les MRC des régions minières seront invités à l'avenir à jouer un rôle accru pour favoriser une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire. Porte-parole des compagnies de l'industrie, l'Association minière du Québec prend acte des nouvelles orientations gouvernementales. Elle invite les MRC à saisir l'importance du nouveau pouvoir qui leur sera accru et à soutenir le développement minier. Pour sa part, le porte-parole de Développement économique Sept-Îles entrevoit des perspectives plus intéressantes pour 2017. Russell Tremblay rappelle que l'année sera déterminante pour le projet Mine Arnaud. Il croit que la bonne nouvelle pourrait venir de la compagnie Champion Iron Mines en 2017. Cette compagnie a fait l'acquisition des installations de Cliff Mine-Wabush au lac Bloom. Le prix du fer sur les marchés mondiaux est en hausse depuis quelques mois. La tonne de fer se vend aujourd'hui 78 $ US la tonne. On écoute Russell Tremblay. Il y a des articles au niveau international qui disent que c'est excusez-moi l'expression, le deal du siècle au niveau de Bloom Lake, là, du côté de Champion. Là. Mais 78 $ US, c'est quand même très intéressant quand on sait qu'il y a quand même une prime pour le fer du Canada. La plupart des analystes, lorsqu'on fait une revue là, au niveau international, nous disent que le plus bas prix au niveau du minerai de fer semblerait être derrière nous. Développement économique Sept-Îles invite la population à une rencontre ce soir sur ses activités, les activités de la corporation. Elle a lieu à 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Sept-Îles. Et puis Judo Canada a honoré les Port-Cartoises Marie-Hélène Chisholm et Lynn Poirier dans le cadre de sa soirée inaugurale du club de la haute performance samedi à Montréal. Elles ont été intronisées au temple de la renommée de Judo Canada. En fait, il y a 5 athlètes canadiennes qui ont été intronisées au temple de la renommée et 2 viennent de Port-Cartier. C'est vraiment exceptionnel. La soirée regroupait 160 athlètes, entraîneurs et officiels ayant participé aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Les 4 médaillés olympiques en judo dans l'histoire du Canada étaient à l'honneur. La soirée a été marquée par une longue ovation pour Nicolas Gill, maintenant directeur de la haute performance pour judo
Judo Canada. Médaillée des Jeux panaméricains, Lynn Poirier s'est démarquée avec une 5e place au championnat du monde de judo en 1987 et une 16e position aux Jeux olympiques de 1992. Marie-Hélène Chesum poursuit sa carrière à titre d'entraîneur de l'équipe nationale de judo Québec. Elle s'est retirée de la compétition en 2008 à la suite de blessures. La Port-Cartoise avait terminé 5e aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004 et au championnat du monde de 2005. Voilà, ça complète nos actualités régionales. Attitude. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Comme sujet aujourd'hui, on parle des idées recettes IGA à environ 3$ par portion. On prend un premier appel. Moi, j'ai profité du rabais valide 3 jours seulement chez IGA. Jeudi, vendredi et samedi, le brocoli est rien qu'à 79 cents. 79 cents, c'est pas cher ça, mais là, vous avez fait quoi avec? Une quiche, un potage, un sauté. Puis aussi, jusqu'au 18 janvier, les champignons blancs, 227 grammes, sont à 99 cents. Les rabais de même, ça donne le goût de cuisiner. Les recettes sont toutes sur IGA.net. Bon, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Je m'en vais chez IGA pour profiter de ces prix renversants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Tommy Auger, bonjour. Oups, là, Oh, excusez. Bon, Tommy Auger, bonjour. Tommy, donc, t'es toujours dans le secteur de la rue des Campeurs, Tommy? Je suis direct sur le bord de l'eau, à quelques pieds à peine des vagues. Aujourd'hui, température, là, on a quand même droit à des bonnes vagues, donc on avait un bon visuel là, pour parler au ministre ce matin du problème d'érosion des berges et des grandes marées. Bon, et puis les ministres, comme ça, ont donné, oui, on entend bien la vague derrière toi, là. Les ministres étaient dans cette même ambiance. Ils ont quand même constaté de visu la situation, ce qu'on a vécu là le 30. C'est sûr qu'ils sont venus dans des secteurs là, quand même très affectés, ont été interpellés par des citoyens de ce secteur-là, ont tenu à parler aux médias aussi de ce qui était déjà en place et sur quoi ils travaillent en termes de prévention. On a un extrait, là, pas un extrait, c'est le point de presse au complet qu'on voulait écouter. Donc, on l'écoute à l'instant, ce point de presse des ministres Pierre Arcan et Martin Coiteux, il y a quelques minutes à peine à Clark City. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Monsieur Coiteux, quel était le but de la visite aujourd'hui à cette île? Essentiellement, venir constater sur place l'ampleur des dégâts là, suite aux marées importantes du 30 décembre. S'assurer que les programmes qu'on a mis en place aussi pour assister les gens qui sont touchés, les villes qui sont touchées, cette île, Port-Cartier, de s'assurer que tout fonctionne bien puis de travailler en mode solution. Justement, est-ce qu'il y a lieu de modifier les programmes afin de travailler davantage en prévention? Parce que c'est des événements qui sont prévisibles, là, malgré tout, même si ça provoque une certaine surprise chez les résidents qui sont touchés. Bon, certainement, c'est un travail qu'on fait déjà. Là. Ça implique plusieurs ministères. Ça implique l'environnement, la sécurité publique, les affaires municipales, d'autres ministères, mais il va falloir qu'on le fasse davantage. Le réchauffement climatique, notamment, on en parlait tout à l'heure, les glaces sont moins présentes en hiver, c'est un des symptômes. Et donc, ça affecte de façon davantage l'érosion. Donc, il va falloir effectivement qu'on travaille beaucoup plus en mode prévention, ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas avoir les programmes qu'on a actuellement pour aider les gens dans l'immédiat lorsqu'il se passe des choses comme se sont passées récemment. Donc, il faut y avoir un plan plus à long terme, finalement. Il faut qu'on travaille sur la prévention. La prévention, c'est la clé. Maintenant, il faut pas que ça remette en question des programmes d'aide immédiate, puis il faut travailler tout le monde ensemble là-dessus. Donc, c'est une discussion qu'on a justement aujourd'hui. Et puis c'est une discussion qu'on va continuer certainement parce qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour travailler sur cette prévention-là? Dites-vous qu'il faut travailler, pas faire? Déjà, on finance un certain nombre d'initiatives en recherche, que ce soit Ouranos ou d'autres gens qui travaillent justement pour établir quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur l'érosion, sur d'autres facteurs. On met déjà des sous dans ça, mais il va falloir que ces renseignements, les résultats de ces recherches-là alimentent directement les programmes qu'on va mettre en place. C'est pour ça d'ailleurs qu'on finance ces recherches-là. C'est comme ça qu'on va
travailler sur les plans de prévention. C'est toujours une question d'argent. Comment on va faire pour débloquer ces budgets-là? Tout coûte de l'argent, mais la prévention coûte souvent beaucoup moins cher qu'agir après coup. Et donc, on va parler ici d'investissement, puis les investissements doivent être faits. Plusieurs solutions sont disponibles pour contrer l'érosion des berges. Comment allez-vous vous assurer que la solution qui va être choisie va être adéquate à long terme? En travaillant avec les experts, en travaillant avec les gens qui sont directement concernés sur place. C'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, on peut pas mettre un programme en place à Québec comme ça sans parler aux gens qui connaissent la réalité du terrain. C'est pour ça que c'est important de venir sur place aussi. Mettre le travail des experts en commun. L'érosion des berges, ça fait déjà plusieurs années que ça se parle. Chez nous, on est très touchés. La Gaspésie l'est beaucoup aussi. Mais il y a des études de fait déjà. On est rendu là. Moi, je pense qu'on est rendu là, en tout cas, à commencer à parler de stratégie, un peu de façon générale, globale. Parce que, d'abord, je remercie les ministres d'être ici aujourd'hui. Puis ça, je tenais à le souligner. Dès les premiers signes du sinistre, on était en contact avec les bureaux du ministre. Ils sont ici aujourd'hui. Pour moi, ça démontre l'intérêt qu'ils portent au dossier. Puis, on doit se donner une projection maintenant. On doit commencer à parler la façon que ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui, les gens, les maisons, les résidents sont mis en imminence lorsque certaines distances sont atteintes. Mais là, on doit déjà commencer à regarder. On sait qu'il va y en avoir d'autres tempêtes. Et se préparer. Et avec une stratégie, monsieur le ministre le dit, il y a des économies à faire aussi parce que ça coûte très cher tout ça à chacune des fois. Bâtir et rebâtir et rebâtir, c'est des coûts faramineux. Moi, je suis convaincu qu'on trouvera bien une stratégie qui, à quelque part, va faire en sorte qu'on y gagne tout le monde. À partir de demain, est-ce que vous allez, par exemple, créer un comité? Qu'est-ce qui va se faire comme suivi immédiat pour justement travailler sur cette prévention-là? On travaille constamment avec la sécurité civile. Les gens qui m'accompagnent du ministère aujourd'hui travaillent déjà sur des comités avec d'autres ministères. Mais on est interpellé davantage. Ce qui s'est passé ici sur la Côte-Nord, ce qui s'est passé en Gaspésie, ça nous interpelle sur le fait que, justement, on va avoir besoin de mettre en place des stratégies à plus long terme. C'est un travail qui se fait, c'est pas un travail qu'on va commencer, là, qui part de nulle part. On est là-dedans déjà. Et c'est comme ça qu'on va continuer. Est-ce que, par exemple, ça pourrait permettre à des citoyens d'avoir accès à un programme pour déplacer une maison avant que le talus n'arrive à 5 pieds, 10 pieds du solage? Les programmes actuels, dans certains cas très précis, permettent ce genre de déplacement de maison, dans des cas très précis. Là, ce dont on est en train de parler ici, la discussion qu'on a, c'est est-ce qu'on peut avoir des programmes de prévention qui vont éviter un certain nombre de phénomènes dans le futur. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, lorsqu'arrive une situation comme celle qu'on a vécue ici, il faut qu'il y ait des programmes d'aide. Puis dans ces programmes d'aide-là, il y a la possibilité, dans certains cas précis, effectivement, de déplacer des maisons. Avant que le solage soit à 2 pieds du bord. Effectivement. Dans des cas spécifiques, c'est prévu. Maintenant, tous ces programmes-là, comme n'importe quel programme gouvernemental, ça doit toujours être revu en fonction des nouvelles données, des nouvelles réalités, des nouveaux besoins. Et c'est ce qu'on fait constamment. Pour les riverains qui écoutent, qui sont inquiets, vous dites que vous travaillez déjà là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir une échéance ou quelque chose pour sentir que vous faites le maximum, là? Déjà, cette île, Port-Cartier, aujourd'hui, on a annoncé 16 nouvelles municipalités qui vont recevoir de l'aide du gouvernement, justement, savent déjà qu'ils travaillent avec nos gens du ministère, qui travaillent avec la municipalité pour trouver des solutions, puis pour dédommager, dans certains cas, des propriétaires de résidences. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Maintenant, je répète encore une fois, c'est que je regarde les marées aujourd'hui, c'est des marées qui sont apparemment, ce qu'on me dit, qui sont normales là, à ce temps-ci de l'année. Mais il y a des phénomènes extrêmes qui se passent de plus en plus, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler à plus long terme. Et je tiens à rappeler peut-être un des éléments importants aussi, c'est que à l'intérieur du fonds vert, vous avez beaucoup de choses. Vous avez, par exemple, des montants d'argent qui servent au transport collectif, à l'efficacité énergétique, mais vous avez une partie aussi du fonds vert qui sert justement à travailler pour faire en sorte que des événements comme ceux que l'on connaît, l'érosion des berges, certains phénomènes liés à la biodiversité, puissent être également là, et le fonds vert peut aider certainement à se prémunir, et je pense qu'il y a des montants d'argent qui ont déjà été dépensés justement pour de la recherche et essayer de trouver les meilleures solutions, des solutions d'ailleurs qui sont pas toujours évidentes. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'empierrement, l'enrochement, etc. Et il faut que les scientifiques
travaillent ensemble et puissent trouver un minimum de consensus pour qu'on trouve les meilleures solutions. Parlant d'environnement, est-ce que vos collègues à l'environnement se penchent sur l'impact qu'a l'érosion comme ça sur l'environnement de notre baie? Écoutez, il y a une partie du budget du Fonds vert qui est justement là-dessus. C'est ça que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Il y a une propriétaire d'une maison qui vous a interpellé tout à l'heure. Elle souhaite que l'enrochement qui est ici, le secteur soit protégé. Quelles sont vos réactions, Monsieur le maire? C'est peut-être sur votre bureau que ce dossier-là va aboutir là, en bout de ligne. Peut-être qu'avec de l'aide financière de Québec, mais quelle est votre impression par rapport à ces possibilités ici? C'est une bonne question. À un moment donné, comme communauté, il faut regarder jusqu'où on va. Hein? Il y a des coûts importants associés à ça. On se questionnait justement. Il reste une résidence principale ici, la résidence de Madame. Est-ce que, comme communauté, on regarde pas les possibilités de faire autrement? Parce que si on projette de refaire les infrastructures et que on pense que ça va être détruit à un moment donné, sinon, à quel coût on va les protéger? Ça, il faut le voir de façon de la communauté collectivement. Parce que c'est sûr que qui peut payer toutes ces infrastructures-là? C'est toujours la question qui revient. Quand on a les moyens de faire bien des choses, on peut les faire, on se pose pas trop de questions, mais quand on dit, puis vous savez, par les temps qui courent, vous connaissez la réalité de notre économie, il y a des hauts, il y a des bas. Quand on doit y aller, comment je dirais ça, plus prudemment, réalistement avec les sommes qu'on a, il faut faire les bons choix judicieux. Donc il faut se projeter un peu à moyen terme, à long terme, puis dire est-ce que j'investis dans les bonnes choses? Naturellement, en essayant de tenir compte le plus possible pour les citoyens, leur réalité. C'est pas une question qui est simple, loin de là, et c'est pour ça qu'il faut qu'on la réfléchisse ensemble et avec les experts. Moi, je suis pas un expert, puis à la Ville, on n'a pas des experts dans ces phénomènes-là. On a par contre une expérience, la connaissance du terrain, et c'est pour ça que je suis convaincu que les meilleures solutions vont se faire en partenariat. Il faut que ça se fasse en partenariat. Souvent, les gens du milieu ont vu et savent qu'il y a des choses, c'est des phénomènes qui se sont produits, qui vont revenir. On est en mesure d'amener une contribution. Et pour nos citoyens aussi, on connaît leurs besoins, leurs appréhensions. Donc, c'est ensemble qu'on trouvera les meilleures solutions. Mais c'est clair qu'il y a derrière ça, lorsqu'on parle de protéger, c'est des coûts faramineux parfois. Et il faut être réaliste dans tout ça. Une municipalité peut pas imaginer. Vous savez comment c'est étendu ici sur les rives, d'un bout à l'autre, de l'est à l'ouest. La municipalité de Sept-Îles, c'est très grand. S'il fallait qu'on dise on va enrocher tout ça, et ce que les experts nous disent, si tu enroches, il faut que tu le fasses complètement. Sinon, tu as les fameux effets de boue. Et là, c'est peine perdue. Et même lorsqu'il y a de l'enrochement, souvent, il y a des risques quand même d'être obligé de les reprendre. Donc, on ne peut pas avoir une approche simplement de dire parfait, on fait les travaux. Il faut le voir sur le moyen, sur le long terme, les impacts pour la communauté, bien sûr pour les citoyens d'abord qui sont touchés, mais aussi pour la collectivité. Et c'est pas un défi qui est simple, mais je suis convaincu qu'on sera accompagné là, pour trouver les meilleures solutions dans tout ça. Il y a le député de l'opposition à Gaspésie qui est en liette, qui aimerait qu'il y ait une cellule de crise qui soit carrément créée pour attaquer cette problématique-là, ce problème. Vous pensez quoi de ça, M. Poiteux? Justement, mon collègue Sébastien Roux, qui est ministre responsable de la région de la Gaspésie, est en train de faire exactement la même tournée qu'on fait, nous, aujourd'hui, sur la Côte-Nord. Exactement la même chose, rencontrer les communautés locales, regarder l'étendue des dégâts, puis regarder comment on peut travailler ensemble. Il y a différentes façons de travailler ensemble. Et ce qui est certain, c'est que nous, on est en mode... Peut-être qu'on n'appelle pas ça en mode crise, mais on est en mode action. Alors, aussitôt qu'il se passe un événement comme celui qui s'est passé à Percé ou celui qui s'est passé ici à Sept-Îles, nos équipes sur place se mettent en action immédiatement. Donc, dans les faits, on met sur pied l'équivalent d'une cellule de crise. On a des programmes d'aide financière, et cette aide financière-là, les déployer dès les premières heures. Là, c'est très rapide. On a signé les décrets très rapidement pour s'assurer que les gens avaient accès à une aide financière rapide pour que les évaluations puissent être faites. Aujourd'hui, on a annoncé 16 nouvelles municipalités qui vont être justement bénéficiaires de cette aide financière, dont 3 sur la Côte-Nord et les autres en Gaspésie. Donc, c'est ce qu'on fait dans le concret du concret, là, dès les premières heures et dès les premiers jours qui suivent une crise comme ça, ou
situation comme celle-là. On va prendre une dernière question. Pour le long terme, est-ce que vous avez peut-être un horizon d'un moment donné de dire on va présenter un plan d'action qui pourrait s'échelonner? Comme le disait mon collègue Pierre Arcan, on finance notamment par le biais du Fonds vert de la recherche spécifiquement sur cette question-là de l'érosion des berges, sur les phénomènes qui sont plus extrêmes liés au réchauffement climatique. On le fait à l'heure actuelle. On ne le fait pas juste pour faire de la recherche, on le fait parce qu'on veut être capable de prendre les bonnes décisions en matière, notamment, surtout, de prévention. Mais c'est pas juste la recherche, comme disait M. le maire ici tout à l'heure, c'est aussi les gens qui vivent sur place, ils les voient, les phénomènes. Il n'y a pas que les scientifiques qui sont concernés, c'est les gens qui vivent localement. Donc, en travaillant avec les autorités municipales, les autorités provinciales, en travaillant avec les experts en la matière, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire en sorte qu'on ne pourra pas tout éviter, là, mais on va pouvoir avoir des politiques qui vont être un petit peu plus axées sur le long terme. Mais c'est justement ces recherches-là vont se concrétiser quand en moyen? Parce que depuis 2008, là, on parle de recherche sur l'érosion des berges. À un moment donné, les gens veulent avoir... On en sait plus aujourd'hui qu'on en savait en 2008, justement parce qu'on les finance. Et celles qu'on finance à l'heure actuelle vont nous permettre aussi, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, d'avoir encore plus et de meilleures connaissances. Puis d'être capable de prendre de meilleures décisions aussi, pas seulement à l'échelle de nos programmes provinciaux, mais en matière d'aménagement du territoire, ça va être important pour tous les ordres de gouvernement. Attitude. Ça y est, elle est arrivée. Elle est gigantesque. Elle a soufflé sur presque tout. Une tempête d'économie qui dure 3 jours vous attend à la mercerie Armand Charrette, puisque c'est la grande vente fin de saison. Des rabais allant jusqu'à 70% sur presque toute la marchandise en magasin. Pour 3 jours seulement, c'est de 20 à 70% de réduction qui vous est offert sur les collections Report, Horst, Nautica et Léo Chevalier. Et pour vous, mesdames, obtenez également de 20 à 70% de rabais sur tous les manteaux. Mais elle ne dure que 3 jours. Les 12, 13 et 14 janvier. La grande vente fin de saison à la mercerie Armand Charrette. 459 Brochu. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94.1. Vous savez, l'isolement en Basse-Côte-Nord entraîne parfois des situations très particulières. On le voit du côté de la Romaine présentement. On va parler aussi de la route blanche avec un maire de la Basse-Côte-Nord, Monsieur Randy Jones, qui est chez eux à Gros-Mécatina, qu'on rejoint par téléphone. Bonjour, Monsieur Jones. Oui, bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Merci de votre disponibilité encore ce midi. Monsieur Jones, les récentes tempêtes qu'on a connues à cette île qui ont ravagé bien des choses, comment ça s'est passé en Basse-Côte-Nord, le 30 ou le 31 décembre? Ça a été moins pire? On a eu assez de vent, puis des grosses vagues, puis la marée était très haute. Ben, ça n'a pas causé beaucoup de dommages, sauf que quelques places qui ont eu un petit peu de bris, comme Harrington, puis à la Romaine. Mm-hmm. Ben, le restant, c'est... Bon, ben, pour une fois, c'est plus à cette île Port-Cartier qu'on y a goûté cette fois-là. Oui, définitivement, on a vu ça. Mm-hmm. Eh bien, chez vous, les tempêtes, est-ce que vous les sentez de plus en plus violentes? Définitivement. Ouais. Moi, j'ai passé 25-30 ans sur la mer, puis je vais vous dire... Depuis les dernières 10 ans, là, c'est épeurant de voir comment est-ce que ça a changé. Ouais. Et même en saison estivale, en saison de pêche, hein, c'est dangereux pour les pêcheurs parfois. Ben oui, puis c'est pas juste les pêcheurs, parce que vous savez, nous autres, c'est notre mode de transport l'été, les chaloupes. Puis tout le monde va à leur chalet, puis entre villages, ben... C'est pas toujours des grosses embarcations sécuritaires, là, des bateaux de crabe, souvent flambant neufs, c'est stable, mais des petites chaloupes, des fois? Non, c'est pas, puis vous savez, c'est... Il n'y a pas un entre, c'est soit qu'ils ventent une tempête, ou c'est calme. Okay. Et ça poigne très vite, des fois sans avoir d'avertissement, et... j'ai vu revenir de mon camp avec mon épouse que vraiment, là, je savais pas si on était pour se rendre ou pas. Parce que le vent a frappé du nord, puis l'eau passait par-dessus le chaloupe. Ben, c'est comme ça que ça arrive. Puis on le sent, puis on le voit, le chauffement planétaire.
le changement climatique qui est en train d'être causé par ça. Mm-hmm. Actuellement, à la Romaine, c'est quand même assez spécial ce qui se passe là. C'est jamais arrivé que le pétrolier n'a pas pu alimenter la centrale thermique. Là, je sais que chez vous, à Gros-Mégatineau, vous êtes branché sur Lac Robinson. Vous n'avez pas besoin de baisser l'électricité dans la maison chez vous, mais je sais que vous avez parlé à des Inuits de la Romaine récemment. C'est une situation spéciale, hein? Oui, puis M. Saint-Pierre, ça donne bien parce que juste avant que vous appelez, la mairesse de Saint-Augustin m'a appelé. Eux autres ils commencent à être bas sur l'essence, sur le gaz. Le tanker n'a pas été capable d'aller là pour le gaz encore non plus. OK. Puis il faut que c'est une centrale thermique aussi à Saint-Augustin. Pour voir quoi ce qu'on peut faire avec ça, parce que la Romaine, ils sont en train de rentrer le diesel par avion. Et puis ça fait depuis avant, je pense que c'est le 18 de décembre que j'ai vu le Jeannot de Gagné était dans le coin de Blanc-Sablon. Puis si vous allez sur les positions de Gagné, vous allez voir que cet équipage-là, depuis ce temps-là, ils ont fait tout le golfe en train d'essayer de trouver de l'abri à cause de les tempêtes. Oui, ils sont allés à Anticosti, ils sont revenus vers la Basse-Côte. Puis ils sont allés à Corner Brook. Oui, ils ont passé quelques jours là. Oui, ouais. Ils sont venus ici pour essayer de rentrer, mais le capitaine trouvait qu'il ventait trop fort. Puis finalement, j'ai vu hier soir, il était en route vers cette île en quelque part. Ouais, ben il y a des coûts à tout ça, M. Jones. Là, on se demande si ça aurait pas coûté moins cher de finir par construire la route 138 jusqu'à chez vous. C'est pas juste à ça qu'il y a des coûts. Ben, tout le transport aérien, le transport maritime, les hôpitaux qui sont isolés, ça coûte plus cher à Basse-Côte-Nord au gouvernement du Québec, là. Tout. Vous savez, pour traverser la rivière Saint-Augustin et Chevry-Harrington, les 4 aéroports qui ont, comme Kaskaskia, Romaine... Il y a des hélicoptères à une certaine saison dans l'année. Oui, l'hélicoptère, c'est 12 mois par année avec l'ambulance. On a-tu déjà compté tout ce que ça coûte, tout ça, au gouvernement, là, puis pour leur dire, écoutez, finissez à 138, on va sauver là? On a fait ça, M. Saint-Pierre, puis en plus que ça qu'on a fait, parce que moi, j'avais été rencontrer le vice-président de la Caisse des Jardins et toutes les 14 caisses ou 15 caisses de Tadoussac à Blanc-Sablon étaient unanimes de prendre et financer la route. Puis que le gouvernement pourra payer à une place au lieu avec tout l'argent qu'il payait, juste les aéroports, la Tabatière, Tête-à-la-Baleine, Romaine et Kaskaskia, ça coûte peut-être 10 millions par année au gouvernement. Ouais. En plus, les capteurs, puis le centre de santé avec les voyages sur avion, ça coûte un autre 7 ou 5 millions. Ça s'est demandé s'il y a du monde qui savent compter au gouvernement du Québec, finalement. Non, ils savent pas, puis c'est une honte en réalité, parce que de voir quoi ce que ça aura pu emporter et quoi ce que ça peut emporter. Présentement, je viens d'avoir un appel d'une madame de Unamin-Chipou, de la Romaine, qui est pris à cette île parce que le bateau a pas pu arrêter à cause des grosses vents. Puis il a pas il est pris passé des tout droit, hein? Il a pas été à la Romaine, le dégagné. Il était à Havre-Saint-Pierre, puis il est passé direct à Mécatina, je pense. Ou à Harrington. Elle vient d'arriver ici, là. Elle est en train d'accoster. Bon. Puis fait qu'il y a des gens qui sont pris à cette île qui vont se payer l'hôtel, ils vont attendre une semaine avant de retourner en Basse-Côte. Exactement. Puis j'ai parlé avec notre députée, Mme Richard, elle va appeler la STQ parce que c'est pas la faute de Degagné, les tempêtes. Puis je peux pas dire en réalité que c'est la faute du gouvernement non plus. Quand on regarde le bateau, ça c'est notre transport en commun qu'on a sur la Basse-Côte. Puis quand une semaine que le bateau peut pas aller, puis ils ont dit il y avait pas de réservation. Quand que tu utilises le transport en commun à Montréal ou à Québec, tu réserves pas. Tu réserves pas. Puis il y a 10 ou 12 personnes qui sont prises. 10 personnes, puis ça coûte peut-être 1500 piastres pour analyser un avion de la Romaine à Natashquan pour emporter ces gens-là, pour faire
le même trajet qu'ils ont fait avec le Bella. Et selon vous, c'est pas Relais Nordique qui devrait payer ça, la compagnie Relais Nordique, mais bien la Société des traversiers du Québec? Exactement. Ils font pour toutes les autres régions du Québec, pourquoi pas pour nous autres? Ouais, ça, c'est spécial. Oui, puis c'est la même chose avec la route blanche. Ouais. Et là, ça achève. Avant de parler de la route blanche, là, la desserte maritime, on va être quoi, 2 mois qu'on n'aura pas de bateau, là? C'est ça qui s'en vient en Basse-Côte-Nord. Depuis 2 ans, on fonctionne comme ça. Est-ce que c'est inquiétant ou les gens s'organisent en conséquence? Non, on garde tout congelé, il n'y aura plus de frais. Ça va rentrer par avion. Puis l'année passée, je pense qu'on a eu une très bonne expérience avec ça, avec la façon qu'ils ont procédé. On paye le même prix qu'on aura payé sur le bateau. Puis OK, vos fruits et légumes ne coûteront pas plus cher, vous allez avoir des tomates fraîches. Exactement, puis Monsieur Saint-Pierre, ça a pris quelqu'un d'ici, moi-même, qui les a fait la proposition, pour dire, regardez, au lieu de faire le bateau qui coûte 2-3 millions, regardez comment ça coûte pour analyser un avion, puis pour 300-400 000 piastres, on peut donner un meilleur service aux gens, puis il y a des gens qui pourront voyager sur l'avion qui transporte les fruits et légumes pour le même prix qui pourront voyager sur le bateau. Puis, ils savent pas compter. Aussi simple que ça. Nous autres, on est loin des yeux, loin du cœur. Et ça me fatigue. Je suis toujours en train de me plaindre puis de crier. Vous avez l'air d'un chialeux, mais le monde dirait que vous avez raison. Pour moi, j'ai raison. Ça prend pas un 100 watts pour savoir quand quelque chose est en train de te faire mal. Puis, je vais vous dire, on le sait que sans route présentement, avec les tempêtes qu'on a, puis non plus, j'ai fait la mer, je sais que c'est pas sécuritaire pour avoir juste un bateau sur le fleuve qui descend ici. Si jamais il arrive quelque chose, il n'y a rien pour aller à leur secours. Puis ça peut être un désastre, surtout en ce temps ici de l'année. Ouais. En été, il y a toujours des bateaux dans les environs. Ce temps ici, c'est pas le même cas. Ouais, c'est ça. Puis, il reste juste les avions pour évacuer. Le gouvernement du Canada, les brises-glaces, ils ont oublié d'investir dans ça. Ouais. La route blanche, Monsieur Jones, là, écoute, il y a beaucoup de neige à cette île, là. On n'a pas vu ça souvent, autant de neige en début de saison. Comment ça fait qu'elle n'est pas ouverte, la route blanche? Il n'y a pas assez de neige chez vous? Oui. Ici, on a assez pour 2 hivers. Mais j'ai un petit peu de bonnes nouvelles cette fois-ci. Un matin, j'ai parlé avec Monsieur Carole Dallaire, je crois, de cette île, qui est le responsable du ministère des Transports, qui travaille, il est le directeur par intérim pour Havre-Saint-Pierre, puis il m'a dit que tous les contrats sont signés. Et que oui, mais la saison est commencée depuis 3 semaines. Voyons, on signe les contrats, l'hiver est avancé quand même. Exactement. Ça, c'est une autre affaire que ils nous ont pas écouté encore une fois. C'est quelqu'un qui est assis en arrière d'un bureau à Québec qui prend des décisions. Puis au lieu d'améliorer, on est en train de détériorer. Parce que moi, j'ai 60 ans, puis j'ai jamais vu dans toutes mes années quelque chose aussi estomacant que j'ai vu cet automne avec ça. Ils ont partagé le risque. Ils ont été en appel d'offres que les contracteurs ou les soumissionnaires étaient obligés de partager le risque avec le gouvernement. S'il n'y a pas de neige, les contracteurs ne seront pas payés. S'il y a de la neige, ils vont être payés. J'imagine, j'essaie d'imaginer. Mais là, il y a de la neige en masse, ils vont être payés plus cher? Ils vont avoir un petit peu de plus cher. Pas pour une différence qui va faire quelque chose. Ouais. Moi, c'est pas ça. Parce qu'un contracteur qui va avoir du bon monde pour travailler, il est obligé de les payer. Même si, quand que tu vas puis t'es on appelle ça en duty, t'es à l'attente d'un appel pour aller travailler, tu travailles. Puis il faut que tu sois payé. Oui, c'est clair. C'est pas le cas. C'est facile de recruter des gens compétents quand on offre des conditions. Puis l'autre affaire qui me tracasse, c'est
j'ai fait la route blanche. J'avais le contrat pendant une quinzaine d'années. Puis j'ai toujours mastiné pour avoir, au lieu d'avoir un gars par secteur, d'avoir 2. Parce que chaque gars a 60 kilomètres à faire, environ 50 à 60 kilomètres. Avec une dameuse? Pas juste une dameuse. Il faut qu'il coupe environ 7 000 arbres pour baliser. Pas juste couper les arbres, là. Il faut qu'il les transporte. Il faut qu'il creuse un trou avec une foreuse pour les planter dans la glace. En plus, mettre les réflecteurs dessus. Et après ça, poser tous les signaux. Et en plus de couper le bois pour les camps qui sont à tous les 16 kilomètres, de garder les camps propres, pelleter les portages. Ça, c'est tout dans le contrat, c'est des exigences du ministère des Transports. Oui, pour un gars par secteur. Cette année, pour être sûr de voir que les gars travaillent, ils ont mis un système de GPS sur leur skidoo. Pour être sûr qu'ils sont sur la trail à tous les jours. Ouais. Dis-moi, est-ce qu'ils vous ont donné une date là, pour l'ouverture de la route blanche? Non, absolument pas. Bon. Ils n'ont pas donné de date. Ils ont donné l'autorisation pour que le contracteur dise à ses gars de commencer. Ben c'est dommage. Un hiver qui a autant de neige, on aurait cru. C'est un petit baume pour les gens de la Basse-Côte-Nord. Là, au moins de pouvoir circuler en motoneige entre les villages. Ça devient votre route quand même. Oui, puis mardi soir, j'ai eu une réunion publique, puis j'avais des gens là. Qui a l'auberge ici, qui m'a dit qu'il est en train d'avoir des appels des gens de Toronto et des États-Unis qui voulaient venir. Oui, c'est ça, du côté du touristique, là, on peut pas rien organiser, elle est pas ouverte. Non, puis hier, j'ai eu un appel à la maison de un monsieur de Chevry qui a un hôtel, puis lui, il a pas vu un client depuis le mois de septembre. Eh, baptême, Vous savez que ça, c'est pas facile, puis c'est notre seule chance d'avoir quelque chose. Arrête donc de niaiser le monde, puis de mettre quelque chose en place qu'on puisse au moins voyager. Eh bien, Monsieur Jones, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. On pourra reprendre la discussion au cours de l'année 2017. La Basse-Côte-Nord va malheureusement encore rester isolée cette année. Oui, on va souhaiter qu'on va commencer, puis j'aimerais souhaiter à tous votre auditeuse, je sais pas si on dit ça, auditreuse, bonne année 2017, puis j'ai pas fini de chialer encore. Bonne année à vous aussi, okay, Monsieur Randy Jones. Au revoir. Bye bye. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. C'est le solde 1 million d'économies sur des vacances ensoleillées de Sunwing. Des aubaines imbattables pour des vacances de luxe en famille et entre adultes dans les meilleurs hôtels. Avec des millions de dollars à économiser, c'est le moment idéal pour vous envoler avec le numéro 1 au Canada dans le Sud. L'espace est limité, alors réservez d'ici le 13 janvier avec votre agent de voyage ou sur Tonnerre fait son entrée dans la boîte de départ, suivi par CAA. Le départ est donné. Excellente lancée pour Biscuit, mais CAA remonte. Il a un galop exceptionnel. Il double Tonnerre. Il double Biscuit. Il double et il gagne! Ce week-end, gagnez encore plus à être membre CAA. Tous les deuxièmes week-ends du mois, doublez votre remise en dollars CAA et obtenez jusqu'à 6 sous par litre lorsque vous passez à la pompe chez Couche-Tard. Couche-Tard, simple comme bonjour. Détail en magasin. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. La Port-Cartoise Vanessa Lapierre opère une boutique en ligne en collaboration avec un marché en ligne qui s'appelle Etsy, qui regroupe des artisanes de partout sur la planète. Vanessa est de Port-Cartier et puis elle est considérée comme une belle histoire de réussite au sein de ce réseau. On la reçoit à l'instant à Côte-Nord Attitude. Bonjour Vanessa Lapierre. Oui, bonjour. Alors, il y a un événement web là, qui s'organise le 30 janvier. Toi, tu avais participé à ça l'an dernier. Ça fait à peu près 1 an que tu as ta boutique. Elle s'appelle Tricoticota, c'est ça?
Oui, effectivement. Et Tricoticota, pour le définir, là, je regarde ton site Internet actuellement, là, t'offres plein de beaux tricots, mais c'est vraiment des œuvres uniques que t'offres aux gens, là. C'est personnalisé. Oui, effectivement. Les gens, bien souvent, ils me commandent les prénoms de leurs enfants, des phrases qui les inspirent, des mots inspirants aussi. Puis tout ça, c'est personnalisable, en fait, dans les couleurs de leur choix pour faire agencer ça dans leur décor. Fait que c'est vraiment super. Et toi, c'est beaucoup de travail, une œuvre comme ça, là, dont on te demande, je sais pas moi, d'écrire Constance, un prénom, ou de dessiner un petit ours, là, comme je vois sur le site Internet. C'est quand même beaucoup de travail. Ben, c'est du travail, mais je pourrais pas vous donner de temps défini parce que je suis tout le temps entrecoupée par un changement de couche ou un repas à préparer. Donc, je fais jamais une création en une fois, là. Et pour une mère de famille comme ça, à la maison avec les enfants, c'est compatible, là, d'opérer une boutique en ligne. C'est même une belle alternative. Oui, effectivement, ça me permet de rester à la maison avec mes enfants puis d'être pas stressée par le temps parce que c'est moi-même qui gère mes horaires. Donc, je fais vraiment ce que je veux. Et comment ça a commencé, là, pour toi? J'imagine que tu étais déjà artisane avant d'opérer une boutique en ligne, là. Ben, en fait, pas du tout. Moi, je suis hygiéniste dentaire, puis lors de mon 4e congé de maternité, j'ai découvert le tricotin par Internet, justement en fouillant sur Etsy, en fouillant sur les Internets. Puis, tout ça m'a attiré, j'ai trouvé ça super beau, puis je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi je pourrais pas en faire moi aussi? Puis, de là, j'ai remis l'idée, puis j'ai rapidement commencé à en faire pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Et puis, ça a pris 2 mois à peu près, puis ma boutique Etsy a été lancée, puis ça fonctionnait déjà super bien. Et le tricotin, comme ça, c'est une technique de pas de tissage, mais de production d'œuvres comme ça qui existait déjà, si je comprends bien, là. Oui, ça existait déjà, mais on voit surtout ça en Europe. Au Québec, pour être honnête, il n'y a pas beaucoup d'artisanes qui en font. Même que sur la Côte-Nord, je pense que je suis la seule, là. Et ta passion, elle s'est développée autour de cette idée-là, du tricot. Par contre, pour opérer une boutique en ligne, est-ce que c'est compliqué? Ça prend du soutien quand même? Mais pour de vrai, c'est super facile avec Etsy. Mais j'ai eu la chance de bénéficier là, du programme Etsy Résolution. Ça a tombé pile poil là, au moment où j'en avais besoin parce que j'étais en plein en train de monter mes fiches produits, les descriptions et tout ça. Et puis je suis tombée là sur ce programme-là qui nous permettait de nous aider étape par étape pour bien démarrer notre entreprise. Et les gens de communication chez Etsy et Etsy Résolution nous disent que t'es une histoire à succès. C'est parce que tes tricotis, finalement, ils se vendent assez bien. C'est un petit peu ça. On parle de 200 ventes en un an. C'est quand même intéressant, ça. Oui, quand même. Oui, vraiment, moi, ça m'a surpris de voir à quel point les gens s'intéressaient à ce produit-là. Ouais. Et comment ça fonctionne, là? Il va y avoir un événement, on appelle ça Etsy Résolution. Ça s'adresse vraiment aux gens qui, comme toi, là, auraient des productions ou des choses qui pourraient devenir créer une boutique en ligne, finalement. Oui, effectivement, ça va avoir lieu très bientôt, là, du 30 janvier au 9 février. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça nous montre vraiment étape par étape comment ouvrir sa boutique en ligne. Puis, au cours de ces étapes-là, on reçoit des courriels avec des leçons à faire. Puis, ça nous permet de prendre les bonnes photos, de dire les bonnes choses là, dans les descriptions de nos articles. Ça nous guide aussi là, pour plein de choses, en fait. Et on vous héberge aussi, quoi, toutes les coûts, là, ou la structure du site Internet, ça existe déjà, finalement, là. C'est ce qui facilite la tâche, peut-être. Oui, c'est ça que c'est vraiment facile, là. Et Tricota, tu vois ça comment dans les prochaines années? On va continuer avec une boutique en ligne? Peut-être, pourquoi pas, ouvrir une vraie boutique à Port-Cartier? Oh, mon Dieu, non, je pense que ce serait trop de travail, ça. Mais vraiment, en ligne, c'est parfait pour moi, là. Puis, tu sais que c'est une belle option pour les gens qui sont à distance, là. Dans le fond, sur la Côte-Nord, on n'a pas des grosses villes, Port-Cartier, Sept-Îles. Il y a quand même un marché intéressant, mais pas si gros que ça pour des produits spécialisés comme toi. C'est pratiquement l'idéal, une boutique en ligne, quand on est à Port-Cartier, non? Mais effectivement, c'est super facile parce que ça permet de magasiner dans le confort de son chez-soi et puis d'avoir une diversité de produits là, très, très grande. Là. Et même pour l'artisane, ça lui permet de fonctionner à partir de chez elle. On économise beaucoup, là. On parlait d'une boutique à Port-Cartier, c'est sûr qu'il y aurait des frais. Faut que ça soit rentable, tout ça, hein? Oui, c'est certain. Et là, la façon que tu fonctionnes, est-ce que ça te procure un revenu? C'est pratiquement ton emploi, finalement? Ben moi, écoutez, ça me permet d'être à la maison 5 jours semaine. Donc, moi, j'ai repris mon emploi d'hygiéniste dentaire 2 jours semaine. Puis, avec les tricotins, avec ma boutique, ça me permet de compléter puis de rester à la maison avec ma famille. Fait que c'est vraiment le monde idéal, on peut dire. Ah, ben c'est très
intéressant. Finalement, c'est d'une conciliation travail-famille que tu fais avec 2 emplois différents, ton tricotis chez vous puis ta clinique dentaire qui est pas loin de chez vous non plus, j'imagine. Oui, je travaille à Sept-Îles en plus. Fait que là, j'ai le voyagement à faire quand j'y vais. Et je voyais sur ton site internet, les gens de Sept-Îles-Port-Cartier, là, c'est quand même une belle avenue là, de se faire concevoir des tricotis particuliers. Je pense aux chambres d'enfants, là. Ça doit être très demandé dans les chambres d'enfants, le bel ours polaire que je vois là en tricotin. Il serait magnifique avec son petit bière là, dans une chambre d'enfants à Sept-Îles. Nous autres, on peut sauver peut-être les frais de transport ou de poste, là, parce qu'on pourrait aller chercher ça direct chez vous ou à ta clinique dentaire à Sept-Îles, peut-être. Effectivement, c'est ce que j'offre aux clients ici de Sept-Îles-Port-Cartier, là, de sauver les frais de livraison. Ils peuvent venir chercher chez moi ou on prend une entente là, pour la livraison sans problème. Là. En tout cas, je rappelle que ça s'appelle Tricoticota. C'est assez facile à trouver là sur un site, un moteur de recherche comme Google. On arrive rapidement soit à ton site Facebook, soit au site internet etsy.com qui t'héberge là, avec qui tu collabores. Oui. Et ce qu'on voit sur le site, c'est des suggestions. Hein? On peut te demander à peu près n'importe quoi en tricotin. Effectivement, je peux faire à peu près n'importe quoi, de toutes les grosseurs aussi. Là. Tout est personnalisable presque à l'infini. Et est-ce que toutes tes commandes, on parle de 200 ventes dans la première année, c'est pour des chambres d'enfants surtout, ou il y a quand même des choses qui sont plus adultes qu'on peut retrouver là? Je dirais que oui, c'est spécial. C'est surtout pour les chambres d'enfants, peut-être à 95% même, là, oui, les chambres d'enfants. Mais c'est certain qu'il y en a qui peuvent faire des phrases pour mettre sur leur mur de salon, dans l'entrée. C'est sûr que les possibilités sont infinies aussi à ce niveau-là. Parfois, on a l'impression que les commerces, le milieu des affaires est un petit peu en retard dans une région comme Sept-Îles-Port-Cartier là, pour la vente en ligne. Toi, tu le fais tout seul avec un bon soutien. Si je comprends bien, Etsy, c'est magique, là. C'est un genre de mentorat. On vous offre toute la formation et l'encadrement. Effectivement, effectivement. Et pour toi, ça permet de bien démarrer. Et pour toi, ça s'est bien passé. On est bien encadré. On peut recommander ça à d'autres personnes qui auraient des projets dans ton genre de production à partir de Sept-Îles-Port-Cartier pour aller vers des marchés partout. Ah oui, certainement. Les commandes viennent d'où? Un peu partout au Québec avec Etsy? Moi, surtout, oui, au Québec. Sept-Îles-Port-Cartier beaucoup aussi, mais j'ai déjà envoyé en Europe. J'ai déjà envoyé l'autre côté de l'océan. Ouais. Bon, ben c'est tout le monde qui est ouvert quand on a une boutique en ligne comme ça. Oui, c'est le monde entier. Ben Vanessa Lapierre, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous pour l'émission Côte-Nord Attitude aujourd'hui. On souhaite bon succès à ta boutique en ligne. Puis on recommande aux gens d'aller voir Etsy.com. Là, ça peut donner des idées pour d'autres projets comme le tien. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Côte-Nord. Attitude. Ciné7 s'offre un off festival dans le cadre de sa 27e édition. Les 12, 13 et 14 janvier. 3 activités gratuites seront proposées à la population dans le cadre de ce premier off Ciné7. Toutes les informations au www.ciné7.ca. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On va parler d'une activité qui aura lieu en avril du côté de Québec, qu'on attend au printemps parce que c'est un souper de crabes et crevettes et c'est au profit d'une excellente cause d'ici, chez nous, l'Élime des Sables. Ça va peut-être prendre la forme de genre de retrouvailles là, de gens de Sept-Îles qui sont en ville. Pour nous en parler, Louis Hamel, bonjour. Bonjour. Louis, il y a eu une première édition l'an dernier du souper crabes et crevettes pour l'Élime des Sables. Ça a été déjà un succès dès la première édition, cette affaire-là. Ça a été un très grand succès. Ça a eu lieu le 23 avril. On organisait ça, Anne Malouin, José Béchard et moi. On a mis ça sur pied. On voulait faire une soirée retrouvaille, en même temps joindre l'utile à l'agréable. Alors, on a eu 215 personnes. Oh, quand même. Oui, ça a été beaucoup de gens. C'est un mélange de gens. Ça a été assez merveilleux. Des gens de Sept-Îles qui sont venus, environ une quarantaine. Des anciens, bien entendu, anciennes de Sept-Îles qui demeurent à Québec, soit Québec, qui sont venus de Montréal, il y en a qui sont venus de Rimouski, Saint-Amable et d'autres villes là, que je me souviens pas, mais aussi avec des gens de Québec qui connaissaient, ils ont quand même là-bas la maison Michel Sarrazin, alors on leur a expliqué la cause c'était quoi, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée, des bons fruits de mer frais, alors tout le monde était heureux. En même temps, ça fait une soirée agréable. Quand je dis des retrouvailles, peut-être des gens qui se sont pas vus depuis longtemps, qui ont un lien des anciens de Sept-Îles, tout ça, c'est un peu ça aussi, là. Oui, c'est un peu ça. Alors, c'était le prétexte, un petit peu à la soirée aussi. Des gens qui s'étaient pas vus, ça fait 15, 20, 25 ans, qui, dans le courant de la soirée, là, qui ont
on voyait qu'il y avait de l'émotion aussi dans la salle. Là. Et puis c'était vraiment des belles retrouvailles. Ça me fait penser à il y a quelques années, là, il y avait un genre de frolic des anciens de Sept-Îles du côté de Montréal. C'est un peu ce genre d'événement-là qu'on essaye de recréer. Il y aura une deuxième édition, donc tantôt tu disais vous étiez 3, quoi. L'idée au départ là d'organiser ça la première fois, c'est en prenant un café ensemble, 3 personnes, on dit tiens, on pourrait organiser ça pour les limes. Ça fait quelques années qu'on en discutait les trois, on disait ça serait le fun de faire un super retrouvaille, fruits de mer au printemps, ça serait une belle opportunité. Et moi, j'étais allé à l'Élim voir une maison. Dans les circonstances, j'avais trouvé l'endroit magnifique. Et je disais, s'il faudrait peut-être faire du financement en même temps avec ça, les filles étaient d'accord. Et puis, on a mis ça sur pied. On a appelé Mme Cassista à l'Élim. Suzanne est montée pour la soirée. Là, on s'est dit, on le fait une fois, mais il faut pas que ça s'arrête là. On l'a canné. On a fait des petits ajustements. Et puis là, on grossit un petit peu. Cette année, on veut 240 personnes. On était à 215 l'an dernier. La vente de billets va bien. On est déjà vendu plus de 100 billets. Alors, tout va très bien. Bon, on a quand même changé un petit peu la formule. L'an passé, on a remis un bon montant à 240 personnes. Cette année, on espère aussi une belle contribution pour les limes, là. Oui, cette année, ce qu'on veut... d'abord, on avait un service de bar l'an dernier. Cette année, on a enlevé le service de bar. Les gens vont... La bonne nouvelle, les gens vont pouvoir apporter leurs bonnes bouteilles. Ceux qui veulent apporter une bonne bouteille de vin, la bière, vin spiritueux. Alors, ils pourront. Et puis, on veut focuser un peu plus aussi sur on a un encan silencieux. Le déroulement de la soirée, c'est un cocktail de bienvenue. Il y a un encan silencieux où est-ce qu'on veut ramasser plus d'argent. On a remis un peu plus de 13 000 l'an dernier. Soirée dansante. Alors, c'est une soirée qui débute à 17h et qui se termine aux petites heures du matin. Bon, le plus attrayant, ça reste la crevette, le crabe. On attend au printemps, bien sûr, pour l'événement. Hein. On va être en pleine saison. On parle vraiment de produits frais là, qui risquent de venir d'ailleurs de cette île livrés à Québec. Qui arrive la journée même de la Côte-Nord. Alors, ça arrive samedi en après-midi. Et puis, les convives commencent à arriver à 17h. Et puis, les gens, sont très contents. Ils savent que ça vient de la Côte-Nord. Ça a été vraiment des produits frais. Et ça va être la même chose cette année. Et ça va être la même chose pour les prochaines années. Bon, Louis, à part l'odeur du crabe et de la crevette, là, comment est-ce qu'on fait pour créer une atmosphère de la Côte-Nord? On n'est pas tout à fait à Québec. On va être à l'hôtel de ville de Saint-Augustin. C'est quand même très proche de Québec, dans la région de Québec. Oui, puis on avait regardé plusieurs salles. Et puis, le coût était vraiment, vraiment élevé. Et on sait que le but, c'est de se retrouver, mais aussi pour mettre le plus gros montant possible à l'Élim. Alors, l'hôtel de ville Saint-Augustin, c'est une salle qui a été construite, qui est récente, une très belle salle, qui est pour 250 personnes, qui convient parfaitement à ce genre de soirée-là. Et puis, on décore, et puis il y a une disco qui commence d'abord. L'animation commence tôt, quand les convives commencent à arriver autour de 17h. Et la bonne musique, des gens agréables, et puis les gens peuvent réserver en groupe de 8. C'est des tables de 8. Par contre, ce n'est pas nécessairement important puisque il y en a qui réservent une personne, 2 personnes. On s'assure qu'ils soient en bonne compagnie. On fait les tables quelques semaines à l'avance, mais les gens peuvent réserver par table ou de façon individuelle. Ben voilà, Louis Hamel, on en parle d'avance parce que ça se planifie d'avance. Il va peut-être avoir encore une fois une délégation des gens de Sept-Îles ou des gens qui sont à Sept-Îles pour le temps des fêtes, là, qui sont à l'écoute. Rappelle-nous la date de l'événement. C'est en avril, dans la saison du crabe, bien sûr. Oui, 22 avril. Et si j'aurais un petit quelque chose à demander aux gens, c'est d'aller sur le site de l'Élim des Sables, partager l'événement. Et je sais qu'il y a des gens qui demeurent à Québec. On n'est pas nécessairement mis à Facebook parce qu'on s'est perdu de vue avec les années pour différentes raisons. Alors, s'ils peuvent partager l'événement, ou encore si vous avez des amis ou de la famille à Québec qui sont originaires de Sept-Îles, je vous laisse mon numéro de téléphone. Ils peuvent m'appeler sur mon cellulaire. Ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions et s'ils sont intéressés à acheter des billets. Le numéro est le 88 953 8765. Eh bien, Louis Hamel, un gros merci. Comme ça, le 22 avril prochain, là, dans la région de Québec, un beau souper de crabes et crevettes au profit de l'Élim des Sables, qui est notre maison de soins palliatifs ici à Sept-Îles. Bravo pour l'initiative. Merci pour l'entrevue radio. Merci à toi. Et c'est ce qui complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce jeudi 12 janvier. Tommy Auger, on est sur le retour, là, après la conférence de presse à Clark City. Les ministres sont vraiment partis tout de suite après l'événement, quoi. Je te dirais que ça a été à peine quelques poignées de main et tout de suite de retour dans les voitures. Je crois qu'ils prenaient l'avion, donc on le sait, les ministres ont toujours des horaires très chargés. Bon. Et puis, demain, toutes nos entrevues qui ont été diffusées cette semaine à Côte-Nord Attitude seront disponibles sur Internet. Il y aura un lien sur le site Facebook de Pure FM. Un gros merci, Tommy. Bonne fin de semaine à toi.
Hey, merci à vous aussi. On peut mentionner aussi qu'aujourd'hui, il y a une conférence de presse à Sept-Îles à 16h pour les détails du 40e tournoi Ferro. On va vous en parler dans nos prochains bulletins de nouvelles en fin d'après-midi et certainement demain matin également. Au revoir.